NCA, la nouvelle chaîne africaine, vous présente Frontal. Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Le numéro de ce jour est consacré au Niger, dirigé depuis le 26 juillet par une junte militaire décidée, droite dans ses bottes, que ni les sanctions de la CEDEAO, ni la menace d'une intervention militaire ne semble impressionner Mohamed Bazoum, l'homme qui a dirigé le Niger pendant 2 ans avant d'être déposé, reste lui détenu et la tension demeure totale. Mais quel sera l'épilogue de cette crise au Niger? Une solution politique est-elle encore possible? La CEDEAO finira-t-elle par intervenir militairement au Niger? 3 invités avec moi pour en parler. David Assiba Johnson, vous êtes professeur des universités, un grand observateur de la vie politique en Afrique. Êtes-vous quel regard porter sur la crise que traverse le Niger, mais qui devient aussi une crise institutionnelle pour la CEDEAO? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Brice Nzamba, analyste politique, mais avant tout, vous êtes un homme de droit, avocat au barreau de Paris, et c'est à juste titre que je vous ai invité. L'ancien président Mohamed Bazoum, c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant, n'est ni en garde à vue, une garde à vue de 2 mois, ça n'existe pas, ni en détention provisoire, encore moins en résidence surveillée. Mais quel est aujourd'hui le statut juridique de l'homme? La requête déposée auprès de la Cour de justice de la CEDEAO finira-t-elle par aboutir à sa libération? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Bernard Bikim, analyste et stratégiste. Vous êtes par ailleurs co-directeur du LIREA, le laboratoire interdisciplinaire en égyptologie et études africaines. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le gouvernement de transition du Niger espérait participer à la dernière Assemblée générale des Nations Unies, la 78e notamment, qui vient de prendre fin seulement, voilà. Et il n'en a rien été. Aucune accréditation n'a été en effet accordée à ses représentants. Il n'en fallait pas plus pour déclencher le courroux des autorités de Niamey qui crient au complot international. Extrait. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de la République du Niger prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui sont de nature à saper tout effort de sortie de crise de notre pays, le Niger. En effet, avec la complicité de la France et de 2 chefs d'État francophones de la CEDEAO, le secrétaire général des Nations Unies s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est ainsi qu'en violation de la Charte des Nations Unies, en particulier les règles statutaires d'accréditation d'un représentant permanent auprès des Nations Unies et celles régissant la tenue de sessions de l'Assemblée générale de l'ONU, M. Guterres a non seulement refusé de prendre acte de la liste officielle des délégués de la République du Niger à la 78e session de l'Assemblée générale, mais surtout a accédé à la demande fantaisiste de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Hassoumi Massaoudou, tendant à révoquer le représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies. La République du Niger recuse et dénonce avec force cette ingérence manifeste de M. Guterres dans les affaires intérieures d'un État souverain. Cette manœuvre de sape participe d'une logique de privatisation des relations diplomatiques consistant à un deal cynique et entre copains pour faire taire la voix de la vérité et du bon sens au détriment du Niger et de son peuple. Professeur Johnson, commençons par l'aîné que vous êtes. Il est toujours difficile de comprendre pourquoi certains putschistes
sont autorisés à participer à une Assemblée générale des Nations Unies, y compris à y prononcer un discours, et d'autres non. Mais en fait, la situation, je vous ai toujours énoncé, j'ai un cadre conceptuel, hein, c'est celui de regarder comment des forces extérieures, ou bien ce que j'ai appelé en fait les avantages de la posture coloniale, qui dictent essentiellement de quoi il retourne par rapport... Y compris jusqu'à l'ONU. Absolument, absolument. D'ailleurs, il y a un précédent, quand le ministre des Affaires étrangères du Mali a essayé d'attirer l'attention de l'Assemblée au niveau de l'ONU sur la posture de la France au niveau du Mali et d'exhiber des preuves qu'ils avaient. Il y a eu une opposition totale par rapport à cela. Vous voyez, il faut qu'on soit sérieux. Les choses commencent. Je vais commencer par vous donner un exemple. Oui. L'exemple typique, c'est lorsque, par exemple, le chef de l'État, qui est Nicolas Sarkozy, va en Afrique et dit que l'Afrique n'a pas d'histoire. Vous êtes accueillis dans un espace... non, exactement. Les Africains ne sont pas suffisamment entrés dans l'histoire. Oui, ben, suffisamment corrigés, pas suffisamment corrigés dans l'histoire. Oui. Mais en fait, c'est d'abord des règles d'impolitesse, de malotru. Vous êtes invité à un endroit, hein, et puis vous vous comportez de manière goujate. Ouais. Le président Macron a fait la même chose au niveau de Ouaga, quand il jouait. Donc, en fait, en réalité, il y a un mépris total à l'égard, en fait, des Africains que nous sommes. Alors, vous le retrouvez dans nos relations internationales, où il y a cet infantilisme qui nous est adressé, l'incapacité que nous puissions avoir à pouvoir raisonner, à décider. Mais... ils s'en foutent pas mal. Je vous invite à écouter tout simplement les communications de Védrine ou les communications de Dominique de Villepin, où on considère en fait que les Africains ne sont pas tout à fait capables de se prendre en charge et qu'en fait la France doit être là. Mais elle devrait se poser une question. Ouais. Un élève qu'on essaye de former pendant 50 ans, et si on n'arrive pas à le former, il faudrait se poser la question de dire que est-ce qu'on a été un bon professeur ? Est-ce qu'on a été un bon professeur ? On essaiera, et surtout, la question est d'autant plus pertinente que c'est un professeur qui la pose. Brice Nzamba, alors très rapidement, sans être naïf, corrigeons quelque chose. Amadou Abdrahmane, que nous venons d'écouter, le porte-parole de la junte militaire, incrimine directement le secrétaire général des Nations Unies. Bon, sans être naïf, corrigeons que ce n'est pas lui qui accorde les accréditations, c'est une commission d'accréditation au niveau de l'ONU qui accorde les accréditations. Mais si le secrétaire général voulait effectivement avoir la junte, les représentants de la junte, il les aurait eus. On peut instrumentaliser l'ONU à ce point ? Oui, mais bon, je pense que comme vous l'avez dit, il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que l'ONU, comme tout instrument régional ou à caractère mondial, peut être instrumentalisé par des puissances qui y ont intérêt. Donc pour ça, je pense que toute l'histoire... je dirais récente nous prouve ça. C'est-à-dire que, mais pour le cas qui nous concerne, je dirais que c'est un jeu diplomatique qui part d'abord de la CEDEAO. Hein, moi, je dirais que c'est une solidarité de vue entre la CEDEAO, qui est l'organisation sous-régionale, et l'ONU. C'est-à-dire que la CEDEAO, comme elle ne reconnaît pas le régime du Niger, a fait le nécessaire auprès de l'ONU pour que l'ONU, à son tour, n'accrédite pas la délégation du Niger. Donc, véritablement, il y a instrumentalisation de l'ONU à partir du moment où vous avez une puissance ou deux puissances, ou un groupe d'États qui font pression sur l'ONU afin d'atteindre un certain objectif. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que la décision est fondée ou pas ? C'est ça la vraie question. Oui. C'est-à-dire qu'en l'état, moi, je pense qu'il y a un débat, aussi bien juridique, hein, c'est-à-dire que la question qui se pose, c'est est-ce que les régimes sont des sujets de droit international ? C'est ça. Voilà. Les régimes politiques ne sont pas des sujets de droit international. Sur le plan du droit international, ce sont les États qui sont des sujets de droit international par excellence. Donc, ce sont les États qui sont donc représentés au sein de l'ONU, ce ne sont pas les régimes. Donc, à partir du moment indépendamment de comment ils sont élus. Indépendamment, exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, maintenant, il faut mettre un bémol, c'est-à-dire que quand
il y a un État, il y a un régime qui gère un État qui a perpétré des crimes contre l'humanité, des génocides, il peut y avoir des mesures, un embargo, des mesures de sanctions qui peuvent être prises contre ces régimes, donc contre cet État, pour le mettre au banc de la communauté internationale. Mais quand ce n'est pas le cas, en ce qui nous concerne, puisque le Niger, ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir, c'est eux qui ont le contrôle de l'État, et au niveau de l'ONU, il s'agit du concert des États, ce n'est pas du concert des régimes. Voilà, donc, ce qui explique qu'il y a des régimes putschistes qui ont pris la parole à l'ONU, donc il n'y a pas de raison pour que le Niger n'ait pas été mais comment eux-mêmes pensent-ils cette incohérence qui est visible, qui est palpable? C'est politique. Je pense que l'ONU, c'est aussi un instrument éminemment politique, hein, il faut le dire, parce que c'est un lieu d'influence politique, de rayonnement politique, et aussi pour pouvoir juger de l'influence politique d'un État. Donc, je pense que la CEDEAO a fait manœuvre, certainement en intelligence avec la France, pour que le Niger ne soit pas, en tout cas pas le Niger des putschistes, ne soit pas représenté à l'ONU. Très intéressant, voilà, ce que vous dites, qu'il faut préciser. Maître Brice Nzamba, Jean-Bernard Biki, mais c'est un cas pratique au fond. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous avez un ministre des Affaires étrangères d'un ancien régime, on va dire ça comme ça, Massaoudou, M. Massaoudou, qui se dit « c'est moi le vrai ministre des Affaires étrangères du Niger ». Ceux-là, sont des représentants des putschistes, ils n'ont pas de légitimité, donc ne les accréditez pas. Vous auriez fait quoi si vous étiez membre de la commission d'accréditation? Alors, je vais vous dire ce que je pense, réellement. Depuis 2 mois, on vit un poker menteur. Et je vais utiliser ici, je dirais, le sermon de Saint-Augustin. Errare humane est, perseverare diabolicum. Pour faire simple, tout le monde a le droit de se tromper, mais persister dans l'erreur, c'est diabolique. Nous assistons à une forfaiture. Qu'est-ce que c'est, ce qui se passe là? En droit, au Niger, depuis le renversement de Bazoum, nous sommes dans un régime exceptionnel et constituant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les règles qui s'appliquent à un État de droit normal, légitime, conventionnel, ne s'appliquent pas. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Cette question a été traitée scientifiquement par Kelsen et Schmitt sur la nature de la bonne constitution, la fameuse légitimité derrière laquelle s'abritaient Macron et les autres. Mais je dirais que ce qui se passe réellement, ce n'est pas, contrairement à ce que disait l'aîné, le cher professeur Johnson, une question de mépris. Nous avons, entre Africains, une question à régler. Comment se sortir des différentes allégeances qui nous empêchent justement d'exercer librement nos droits? La première question. La seconde question, est-ce que dans le cadre d'un État, un autre État qui agit dans le cadre de la supranationalité, puisque bien sûr, on parle de la CEDEAO, peut, pour ses intérêts propres, mettre en péril toute une nation? La réponse est non. Je dirais, pas putschiste, je dirais les nouvelles autorités du Niger, puisque Macron a utilisé ce terme, les nouvelles autorités du Niger ont parfaitement le droit d'exercer la pleine et stricte souveraineté interne et externe. En l'espèce... Indépendamment de comment ils sont arrivés au pouvoir. Exactement. L'article 9, alinéa 1 et alinéa 2 de la Convention de Vienne de 1960 sur les relations diplomatiques est clair en ce point. Et j'irai même beaucoup plus loin, et vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction. Au nom de quoi Doumbouya, Diop pour le Mali, Traoré pour le Burkina vont s'exprimer à l'ONU et j'oublierai des bifis et pas les représentants du CNSP. Sur ce point bien précis, depuis une quinzaine d'années, les BRICS se battent pour que justement nous parvenions à des nouvelles interdépendances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque État, chaque État, Brice a si bien dit tout à l'heure, chaque État doit pouvoir exercer par sa voix ses droits au sein de l'ONU. Et en ce sens,
Guterres, ça veut dire quoi? Le cadre légal ne veut plus rien dire? C'est-à-dire que n'importe qui peut se lever, déposer un président et dire c'est moi désormais le président, et puis il jouit en droit, c'est justifié. Et de plein exercice de la souveraineté. Ça s'appelle une situation exceptionnelle en droit. D'accord. Ça s'appelle une situation exceptionnelle en droit, très rapidement. Ah, mais pas justement, oui, professeur, mais puisque c'est important de clarifier cette situation, ça devient trop facile aussi. C'est vrai qu'il y a des circonstances exceptionnelles qui peuvent permettre de comprendre certains coups d'État, mais on ne va pas non plus voir ça comme un élément ordinaire, une façon ordinaire, moyen ordinaire de prendre le pouvoir. On est d'accord là-dessus. On peut intellectuellement se mettre d'accord là-dessus ou pas? Mais si c'est une question qui m'est posée, moi je crois que vous allez vite en besogne. D'accord. C'est d'abord le problème des institutions qui sont posées. Si les institutions peuvent faire l'objet de modifications à tout moment, pourquoi dans un cas on ne laisserait pas, on donnerait raison à certaines institutions? C'est très intéressant. Oui, bien sûr qu'il faut regarder. D'ailleurs, c'est un exercice trivial que de prendre le cas du Tchad. Regardez comment ça s'est géré. Il y a eu un coup d'État. Alors cette fois-ci, la France a reconnu ce coup d'État puisqu'il a adoubé. Alors dans le cas du Niger, la France dit non, je ne le reconnais pas. Et en fait, c'est un régime putschiste. Et on continue. Vous voyez que c'est une asymétrie comportementale. Ce dont il est question en réalité, contrairement au fait de vouloir pérorer, la question fondamentale est l'irréversibilité des avantages acquis de la posture coloniale versus les relations normales d'un pays souverain. Vous voyez, c'est ça la question fondamentale. Après, on peut être d'accord ou d'autres poser des questions sur le mode de dire oui, c'est pas un problème de mépris. C'est d'abord un problème de mépris. C'est-à-dire que jamais la France se serait comportée par rapport à un pays maghrébin si ils avaient fait un coup d'État. Alors que là, d'entrée de jeu, on nous dit que Bazoum est le meilleur élément, il a conduit les réformes qu'il fallait, etc., etc. Bon, le met sur un piédestal. C'était d'abord... Et on dit, l'État français a le toupet de dire que l'ambassadeur doit rester. Oui. Regardez, donc on viole, en fait, des règles au motif des intérêts. C'est la défense des intérêts. Alors moi, je ne crois pas que c'est très intéressant ce que vous dites. Mais oui, vous êtes en train de nous expliquer. Mais bien sûr, le débat que la France ne peut pas se permettre de se comporter vis-à-vis de la Corée du Nord, par Absolument. exemple, comme elle se comporterait vis-à-vis d'un pays africain. Permettez-moi de continuer. Il ne s'agit pas la pertinence et le respect. On va marquer une courte pause d'abord. Je propose qu'on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour que vous poursuiviez votre analyse, professeur. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, vous présente Frontal. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Niger. Professeur David Asiba Johnson, vous étiez en train de nous expliquer que l'asymétrie des relations que l'ancienne puissance coloniale entretient avec les pays africains est en fonction du poids politique qu'elle accorde à ces pays. Oui, mais c'est-à-dire, d'ailleurs, elle joue très mal. Elle se tire une balle dans le pied. Pour des raisons qui sont triviales. Si elle avait le sens de ses propres intérêts, elle reviendrait. Elle confond. En mathématiques, on dit que la tangente n'est pas la courbe. Elle continue justement d'avoir une vision qui était la vision du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle lorsqu'elle était en train de coloniser l'Afrique. Il y a des ruptures épistémologiques et des ruptures systémiques qui se sont présentées, même si c'était des indépendances factices. Nous avons une dynamique évolutive. Voilà. Et donc, moi, ce que je suis en train de dire, il ne s'agit pas de discuter sur la pertinence ou la non-pertinence du droit. D'accord ? C'est un argument qui va en notre faveur. C'est un État souverain, c'est pas un régime qu'on reconnaît, c'est un État. Ça, l'avocat
Maître Brice a bien mis en exergue. Et d'ailleurs, mieux encore, il y a un Français qui s'était présenté aux élections présidentielles, qui a fait comprendre que la position de Macron, elle est suicidaire. Oui, elle est suicidaire. Elle est suicidaire, c'est vrai. Elle est suicidaire. Donc, laissez-moi conclure, je fais la chute. Plaît, rapidement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agissait en fait de la France, quand je disais qu'il s'agissait d'un rapport de mépris et de chosification des nègres que nous sommes, elle n'aurait pas pu avoir cette attitude à d'autres de dire qu'un État souverain, je ne le reconnais pas, parce que le régime. Donc seul s'adresser aux nègres de cette matière, et je dis, et je persiste, contrairement à ce que c'est très intéressant dire, que en fait c'est un mépris exponentialisé à l'endroit du continent africain. Absolument, ce que dit le professeur est très intéressant. C'est-à-dire que si la France avait un ambassadeur à Pyongyang et que Kim Jong-un, le président nord-coréen, l'invite, cet ambassadeur ne se serait pas permis le culot de dire « je ne viens pas parce que vous n'avez pas été démocratiquement élu ». Non, pas du tout. Mais il faut dire que je crois que Jean-Bernard Bikim a cité l'article 9 de la Convention de Vienne, qui est clair, et qui dit que c'est l'État accréditant qui accrédite donc un ambassadeur auprès de l'État accréditaire. Et donc, lorsque l'État accréditaire, donc qui accepte que l'ambassadeur soit dans son territoire, demande à l'État accréditant de retirer son ambassadeur, il doit le faire. Et dans cet article-là, il est précisé que l'État, on parle pas le régime accréditant. On ne dit pas l'État français démocratique accrédite un ambassadeur au sein du régime Bazoum. C'est pas ça. C'est des rapports d'État à État. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des positionnements politiques. C'est-à-dire que pour des raisons politiques, oui, parce qu'on estime que ceux qui ont pris le pouvoir ne partagent pas la même idéologie, ne partagent pas le même positionnement politique, on peut prendre des mesures, notamment rappeler son ambassadeur pour marquer son mécontentement par rapport à l'orientation politique prise. Mais ça, c'est une posture politique. Oui. Voilà, ça n'a rien à voir avec le droit international. Donc ça, il faut bien le distinguer. Donc, et puis il y a la sociologie africaine aussi. Voilà, quand un chef vous invite, vous y allez d'abord, et vous pouvez refuser après ce qu'il vous dit. Oui, absolument. Mais on ne refuse pas d'aller à une invitation en Afrique. Non, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous invite, on vous convie à une réunion, bon, quand même, je dirais que la bienséance voudrait quand même qu'on y aille en disant que, bon, nous, on ne vous reconnaît pas, donc je suis venu pour vous le dire. Au moins, vous êtes venu. Ou toutefois, la position de mon pays, pour l'instant, est-elle comme c'est mon pays. Mais vous ne pouvez pas... C'est du mépris. C'est du mépris. On vous convoque et vous ne déférez pas à la convocation. Bon, ça montre que c'est une rupture totale et complète des usages internationaux. Donc, comme le dirait le professeur David Johnson avec ces mots, voilà, que ça dénote un peu une forme de mépris. Une forme de mépris. Et que visiblement, les Africains n'acceptent plus. Absolument. Visiblement, n'acceptent plus. Jean-Bernard Bikim. Alors, la situation semble s'accélérer depuis ce 24 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, enfin, la France décide de rappeler à la fois son ambassadeur et d'amorcer le rappel des 1500 soldats stationnés à Niamey? Alors, je vais essayer de ne pas contredire l'aîné, professeur Johnson, en lui rappelant une simple chose. Oui. On a connu la guerre de la Libye. Les Nations Unies avaient pris une résolution qui avait été violée par les États-Unis, par l'OTAN et par l'Europe. Nous nous retrouvons pratiquement dans le même schéma. Là, on tape sur la France. Mais je veux quand même dire, dans cette affaire, nous avons la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Bénin, le Nigeria, qui sont à l'origine de ce poker menteur. Pourquoi? Ces 5 pays ont besoin de la France, des États-Unis, pour pouvoir accéder à des lignes de crédit pour leurs économies, pour leur pays, d'une part, et d'autre part, n'oubliez pas que dans cette région CEDEAO, nous avons une règle non écrite qui consiste à dire il y a le Nigeria qui décide, le Sénégal, la Côte d'Ivoire propose, le Sénégal met en musique. Et quand on rajoute le Ghana à l'intérieur, nous nous retrouvons avec un problème de proximité
entre dirigeants, donc entre ces dirigeants et Macron d'une part. Vous, les premiers que vous accusez d'abord, ce sont les États africains qui sont solidaires je le dis de la position française. Je le dis clairement, les responsables de ce bazar, c'est le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et le Nigeria. Bon, j'ai précédemment dit qu'il fallait la dissolution de la CEDEAO. Oui, vous l'avez dit, et on y revient. Je l'ai dit, et il faut cette dissolution. Et alors, ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est que cette institution est à la botte de la France. Elle est à la botte de la France. Est-ce que vous pensez que ce sont les Sénégalais, la Côte d'Ivoire, qui a décidé comme ça qu'il fallait renverser? Mais Macron, il a pris position directement. Il a bien fait comprendre que Bazoum était le président légitime. Mais expliquez-nous, et là, ça va être peut-être un peu une analyse très politique. Pourquoi n'ont-ils pas cherché à discuter, à dialoguer au départ avec les nouvelles autorités? Pourquoi avoir été pourquoi la France a-t-elle choisi d'être si frontale avec ce régime, alors que les partenaires américains sont beaucoup plus méfiants, pragmatiques, mesurés, à la fois dans la condamnation, mais aussi dans la démarche politique? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment comprendre cette stratégie? Mais je continue de vous dire que le cadre conceptuel, il est le suivant. C'est l'irréversibilité des avantages acquis par la posture coloniale, et la France... En fait, aussi, quand on parle de la France, il faut bien entendre qu'il s'agit du gouvernement, de la politique française. Nous ne parlons pas de la France... Irréversibilité des acquis, mais dans un contexte où vous avez de nouveaux partenaires, où vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez la Turquie, l'Inde. Vous ne pouvez pas vous comporter en 2023 comme vous vous comportiez en 1970, dans les années 70-80. Mais écoutez, prenez le cas, je rappelle à votre attention que si vous prenez le cas de la Centrafrique, quand la Centrafrique a voulu se procurer des armes par rapport à une opposition, etc. Mais la France s'est opposée, en fait, à l'acquisition des armes. Parce que la Centrafrique était sous embargo. Oui, mais qui a participé sous embargo, etc. Elle était à l'origine. Non, je crois qu'en fait, cette discussion, elle risque de nous amener très loin. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de savoir, est-ce que la France pourra entretenir des relations réputées, normales, avec les personnes, avec ses anciennes colonies? C'est ça. Alors, la question. Des relations réputées normales, ça voudrait dire tout simplement la souveraineté économique, politique, monétaire et le libre choix des partenaires avec lesquels je désire dealer. On n'a pas à m'imposer. Et alors, il y a un précédent. Le précédent, il est le suivant, j'attire votre attention. Laissez-moi terminer cette citation. Mais on dit que Sylvanus Olympio a voulu battre Monet, c'est à cause de cela qu'il a été assassiné. C'était pas de cela dont il s'agissait. C'était quoi? Sylvanus Olympio avait dit « J'ai le choix de vouloir traiter avec tous les États européens et librement. » La France lui dit « Je vous impose de ne traiter qu'avec moi. Si vous ne désirez pas traiter avec moi, vous n'utiliserez pas le franc CFA. » Dans ce cas-là, Sylvanus Olympio a dit, effectivement, je vais battre Monet. Donc déjà, ce qui se passait, c'est la liberté de dealer avec différents acteurs européens qui furent à l'origine du clash que le Togo a eu avec la France. C'est ça. D'ailleurs, mon ouvrage, je vous l'ai donné, je l'ai explicité là-dedans. Oui, bien sûr. Absolument. Brice, on en va très rapidement. Rupture de la coopération militaire, rupture des relations diplomatiques, rupture de l'aide aux demandeurs, rupture de tout. Et le divorce est désormais total entre la France. Ah oui, il faut dire que tout est rompu, finalement. Oui, il faut dire que le divorce est consommé, mais bon, il ne faut pas rester pessimiste pour l'avenir. Voilà, parce que deux États peuvent avoir des difficultés en un moment précis, dans les laps de temps. Et puis par la suite, il peut y avoir aussi changement des dirigeants encore. Et puis réorientation de la politique et nouveau départ avec l'ancien État. Voilà, donc il y a, comme l'État, c'était le Rwanda à l'époque. Donc moi, je pense que pour aujourd'hui, la difficulté, c'est que en fait, la France, à un moment donné, a considéré qu'elle a fait preuve de faiblesse. C'est-à-dire que quand elle a été au Mali, quand les Maliens lui ont dit qu'on arrête tout, etc., finalement, elle a accepté, elle est partie.
Le Burkina a dit qu'on arrête tout. Elle a accepté, elle est partie. Et pour le Niger, voilà. Donc la France a considéré, vous remarquerez que le président Emmanuel Macron a réuni même un conseil de défense à l'Élysée sur le cas du Niger. Voilà. Donc c'est pour dire que pour la France, c'était le coup d'État de trop. Voilà, parce que c'est ce que le président Macron a dit, hein, c'était le coup d'État de trop. Donc il fallait plus faire preuve de souplesse, de compréhension, il fallait faire preuve de fermeté. Donc ces discours de fermeté a été repris par la suite par la CEDEAO, par le président nigérian déjà. Voilà qu'il fallait, on arrivait même jusqu'à l'option militaire. Donc moi je pense que là la France a considéré que bon là vu que l'option militaire de la CEDEAO finalement a pris haut. Donc, finalement, la France est lâchée par ses partenaires sous-régionaux, donc CEDEAO, lâchée par les États-Unis. Ah, ça, on ne peut pas le dire. Lâchée par. Oui. Lâchée par la CEDEAO, on ne le sait pas encore. Oui, mais puisque pour l'instant, il n'y a pas encore eu la mise en œuvre de l'option militaire. Voilà, parce qu'au niveau des opinions publiques africaines, parce qu'avant la France, au temps de la France-Afrique pure et dure, quand la France pouvait défaire les régimes, il n'y avait pas encore l'opinion, la survenance, la création ou l'apparition des opinions publiques africaines. Aujourd'hui, il y a une opinion publique africaine. C'est vrai. Donc, on ne peut plus faire n'importe quoi en Afrique et n'importe comment. Donc, c'est ça la vraie difficulté à laquelle la France est confrontée. Et donc, c'est pour montrer qu'on est entré dans un nouveau cycle. Voilà. Et il faut faire avec les opinions publiques africaines. Donc, c'est ça. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour la France essaie de s'adapter maintenant à cette opinion publique. Difficilement. Difficilement, mais parce que en politique, c'est le rapport de force. Hein. Voilà, on ne fait pas les choses parce que les gens demandent, il faut qu'il y ait un rapport de force. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que là, maintenant, la France décide de tout arrêter. Mais bon, moi, je pense que c'est pour un temps. Et je pense qu'avec le temps, il peut y avoir un retour de la coopération avec la France. Jean-Bernard Bekim, très rapidement avant qu'on ne marque une coup de pause, vous voyez comment l'avenir, enfin, l'après-départ de la France du Niger? J'ai un regard différent sur ce que j'ai entendu. Ce regard différent porte sur une question essentielle qui est son terrain de jeu, la théorie des jeux, géopolitique, géostratégique et géoéconomique. Le responsable dont on ne parle pas aujourd'hui, au Niger, de tout ce capharnaüm, c'est les États-Unis. Les États-Unis, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ont attribué un rôle de gendarme de l'Afrique à la France. Il ne faut pas l'oublier. Et à partir de ce rôle-là, la France est dans une posture, je vais reprendre encore son terme, d'alignement stratégique par rapport aux options de l'OTAN, la force américaine sur l'Afrique. Mais là, visiblement, il y a rupture. Il y a rupture entre eux maintenant. Et surtout, des accords signés par le Niger en 1958 comme le Gabon, qui autorisaient la France, justement, d'intervenir dans tous les domaines. D'ailleurs, Senghor s'était élevé à l'époque en disant vous ne pouvez pas dire que les États sont indépendants alors que vous décidez sur le plan politique, économique, industriel et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous assistons à quelque chose que personne ne voit. La Chine est depuis plus de 10 ans le premier investisseur au Niger. Or, les États-Unis ont mis en place une stratégie de containment, à savoir encercler et la Russie et la Chine, font faire le sale boulot à la France. Il faut quand même le dire. Parce qu'aujourd'hui... Il faut quand même dire qu'elle décide librement encore de ses choix. Ah non, la France ne décide pas. La France s'aligne sur la politique dictée par les États-Unis en Afrique. Non, mais en l'occurrence, les États-Unis ne se comportent pas vis-à-vis des autorités. Le dernier qui a réussi à tenir tête aux Américains, c'est Chirac. C'est le seul président français qui a osé garder une politique digne de ce nom. En Europe, peut-être. Mais peut-être pas en Afrique. En tout cas, on va approfondir la question. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. NCA, la nouvelle chaîne africaine, vous présente Frontal.
troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Niger. Très rapidement, avant que je n'aborde les questions de droit avec Maître Brice Nzamba, dites-nous, professeur, vous êtes le plus âgé parmi nous et à cette table. Ça fait 60 ans. Oui. Le plus gradé. Pas le plus âgé, le plus gradé. Oui, mais aussi le plus âgé. Quand on considère certains accords passés entre les anciennes colonies et la France, la question monétaire et les questions de défense, on se demande comment des gens ont pu accepter des accords comme ça. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé pour que ceux qui ont conduit nos pays à l'indépendance, ceux qui ont pris le pouvoir, la gestion de nos États au lendemain des indépendances, aient pu accepter des accords comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, les juristes vous diront que ce n'est pas un accord. Un accord qui est léonin, ce n'est pas un accord. C'est un viol de personnalité, un viol de nation. Ce n'est pas un accord. Il ne faut pas appeler ça des accords. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, je l'en veux pour illustration, lorsque Sékou Touré a décidé de discuter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement français de l'époque a saboté l'économie du Niger en brûlant tout ce qui existait en termes de différents éléments, même en créant de la fausse monnaie. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas oublier cela. Donc, en fait, en réalité, je reviens sur la posture... C'est intéressant, c'est pas des accords. C'est d'une évidence totale que c'est pas un accord, c'est du mépris. C'est une violence coloniale. La violence coloniale, voyez, même dans le cas, pour vous l'illustrer, le président Sylvanus Olympio a été le premier et le seul, c'est pourquoi je l'appelle l'imbattu et l'imbattable, à payer la dette coloniale de 800 millions de l'époque, parce que le Togo était indépendant en 1958, il a dit « tant que je ne règle pas la dette coloniale, eh ben, je n'irai pas à l'indépendance ». La dette coloniale, il mit les Togolais au travail, et les Togolais, justement... La dette coloniale, ça veut dire quoi? Ben, c'était 800 millions... Non, mais pas le montant. Mais c'est ce que la France... Pour avoir été colonisé, bien sûr, il faut payer. Mais c'est ce qui s'est passé pour Haïti également. Oui, il y a des rétrospectives, je n'invente rien. Oui, je suis dans la réalité. Pas du tout. Je suis dans la réalité. On voulait comprendre la logique qui fonde, les ressorts qui fondent l'instauration de cette dette coloniale. Alors, je dis simplement que même quand cette dette coloniale a été réglée, comme le cas du Togo, et pour autant, ça n'a pas empêché le gouvernement français de l'époque, justement, de participer ou, justement, de faire ce coup d'État, d'organiser ce coup d'État et d'être à l'origine de ce coup d'État. Je vais dire, en fait, pour conclure, parce qu'il faut laisser les autres parler, oui. C'est-à-dire que les rapports avec la France, ce sont des rapports, il faudrait qu'elles deviennent matures. Le professeur Cheikh Anta Diop disait également, on l'avait rappelé, nous devons aider la France à acquérir le sens de ses intérêts. Le sens de ses intérêts, c'est la fraternisation avec les autres peuples, n'est-ce pas? Elle n'a pas à imposer une raison, ou bien sa raison, aux autres. Nous avons autant des scientifiques que nous sommes doués de raison. Et quand je continue de dire, et que je mets l'accent où je mets en saillie cette posture de mépris, eh bien c'est cette posture de mépris qui est à l'origine de ce que j'appellerais des rapports maladroits qu'entretient la France avec ses anciennes colonies. Elle n'a qu'à revenir à la normalité. La normalité, les nations sont souveraines, elles ont des intérêts. On doit pouvoir discuter avec par rapport à ses intérêts. Mais on ne se réveille pas un peu tard, là? Mais il ne s'agit pas de se réveiller. C'était les collaborationnistes qui étaient au pouvoir. Oui, c'est vrai. Ceux qui étaient là pour diriger, ils ont été éliminés. C'est vrai, vous avez totalement raison. Faites en fait une cartographie des acteurs. Ouais. La cartographie des acteurs ou de point de vue. Quand je dis irréversibilité des avantages acquis de la posture coloniale, il y a des collaborationnistes qui s'alignent sur cette irréversibilité des avantages. Après, justement, on veut faire du break. Ce sont les États souverains qui disent « Non, je veux reconquérir ma souveraineté » et dealer normalement avec... Quoi de plus simple? L'Allemagne et la France, bien qu'ils se sont battus, et que des collaborateurs... Et qu'il y ait eu, en fait, des collaborateurs français et qu'il y ait eu des Africains qui ont participé à la libération. Vous regardez cet ensemble de choses. Mais il faudrait que la France se libère de ses œillères,
et qu'elle essaye c'est vrai et très rapidement. Quand je dis cela, c'est pas le peuple français, je parle de la politique française, hein, la politique française, que l'on s'entende. Parce que la politique française est allée pour utiliser le terme de le sentiment anti-français, Wagner, comme si les Africains n'étaient pas capables de veiller à leur propre intérêt et que nous avons décidé du sentiment anti-français. C'est un narratif qui ne marche pas. Ce narratif ne marche pas. Nous sommes des personnes maîtrisons la science et des compétences universitaires dans les sciences, etc. Et nous sommes doués de raison. Brice nous en va très rapidement, avant d'aborder les questions de droit, mais la même question se posera et sera posée à Jean-Bernard Bikim. Comment expliquer les ressorts psychologiques chez la France politique qui fondent ce regard qui pose sur nous? On se rappelle encore, en février 2005, le Parlement français a même voté une loi sur le repositif de la colonisation. Oui, mais bon, moi je pense que il faut comprendre une chose, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a une longue histoire tout de même entre la France et l'Afrique, et dans ces rapports-là, vous vous rappelez du discours de Jules Ferry, qui disait que les races supérieures ont un devoir et des droits sur les races inférieures, et il faut les civiliser. Vous voyez, donc là, et on est au 21e siècle. L'œuvre de la colonisation pour les Français consistait à civiliser les races inférieures, notamment la race inférieure noire. C'est ça. Donc maintenant, à partir du moment où dans les écoles sous la Troisième République, tout cela a été enseigné, ça imbibait un peu, je dirais, l'intelligentsia française. C'est-à-dire que les gens ont du mal encore à considérer que les Africains peuvent se gouverner eux-mêmes comme il s'y doit. Bon, ils le disent aussi parce que en face, il y a aussi des gouvernants africains qui valident cette hypothèse. Vous voyez, parce que si les Africains ne sont pas capables de se gouverner, nous voyons qu'il y a beaucoup d'États africains aussi qui ont du mal à se gouverner. C'est la vérité. Voilà. Donc en fait, il y a un discours, il y a un narratif français qui sous-tend un peu la psychologie des hommes politiques français, qui est validé par les dirigeants que eux ils cautionnent en Afrique, et ça crée en fait un continuum idéologique qui crée en fait un discours qui s'auto-réalise. Donc pour eux, en fait, quand ils voient des Africains qui prennent un autre discours, ils ne peuvent pas penser que ce soit des Africains eux-mêmes. Voilà. Donc ils vont nécessairement penser que c'est d'autres influences qui les poussent à agir comme ça. Donc parce que il faut aider donc nos amis français à décoloniser leur pensée. Absolument. Parce que la vérité, c'est le travail de l'élite politique et intellectuelle africaine, d'aider l'élite politique et intellectuelle, une certaine élite politique et intellectuelle française à décoloniser leur esprit dans le rapport avec l'Afrique. Voilà. Jean-Bernard Bikim, quel est votre avis sur la question, un cas concret pour vous aider à émettre votre analyse sur la question de l'ambassadeur malien en France avait juste émis devant le Sénat français quelques réserves par rapport au comportement de quelques éléments de la Légion étrangère au Mali. Il a suffi que de cela pour déclencher le courroux des autorités de ce pays qui ont demandé le rappel immédiat illico presto, cet ambassadeur indélicat qui ose dénoncer le comportement de certains éléments de la Légion étrangère après avoir salué l'effort que l'armée française est fournie. Comment comprendre d'où vient ce rapport psychologique qu'ils ont à l'heure ancienne? Une double réponse. La première réponse, c'est la situation coloniale. La seconde, et là je vais abonder, je vais aller dans le sens du professeur Johnson. La seconde, c'est la simple et stricte application de l'article 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques dans son alinéa 1 et 2. Ils n'ont pas besoin de motiver leur décision. Ils n'ont pas à justifier, oui. Effectivement. Et là, sur le Niger, ils font le contraire. Oui, c'est ça. Très rapidement, on a évoqué dans notre partie introductive la question juridique. Bazoum, c'est quoi aujourd'hui sa situation? Pourquoi on ne lui dit pas, pourquoi on ne le met pas en examen si tant qu'on veut le juger? Comment comprendre? Alors, il faut dire que le statut du président Bazoum est un enjeu politique crucial. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que les nouvelles autorités politiques du Niger ne peuvent pas, puisqu'ils avaient formulé l'intention de l'attaquer pour haute trahison. Oui, mais il faut le faire. Ils ne peuvent pas le faire parce que s'ils le font,
ça va attirer les foudres encore de la CEDEAO et de la communauté internationale. Donc c'est un statut délicat, éminemment délicat. Donc je pense qu'il faut aller au pourrissement, à la vérité. C'est-à-dire que le président Bazoum... le détient sans raison, en tout cas sans lui notifier pourquoi on le détient. Juridiquement, c'est une forme de séquestration, puisqu'il n'a pas la liberté fondamentale d'aller et de venir. Hein, il est bloqué dans une résidence qui est surveillée. Il n'est pas libre d'aller et de venir. Donc c'est une atteinte à sa liberté fondamentale. Juridiquement, c'est établi. Voilà. Donc je pense que les nouvelles autorités du Niger doivent, dans le plus bref délai, trouver un statut au président Bazoum. Je pense que ce statut peut être discuté dans le cadre d'une concertation nationale globale avec les forces vives de la nation pour mettre en avant le plan de transition. Je pense que ça doit être discuté dans un concert national, dans le cadre d'un dialogue national global. Une requête, puisque vous êtes l'homme de droit ici, une requête a été déposée, je crois le 18 septembre dernier, auprès de la Cour de justice de la CEDEAO pour demander la libération immédiate de Bazoum. Quelle peut être la suite de cette requête? Oui, mais je pense que la Cour de justice de la CEDEAO va statuer sur cette requête. Et je pense qu'il y a de fortes chances que l'État du Niger soit condamné. Mais en revanche, je ne pense pas que cette décision va être applicable. Comme c'est le cas, par exemple, des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme qui ne sont jamais applicables. Hein. Vous vous rappelez, le président Ouattara a retiré la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme simplement parce que cette Cour avait considéré la candidature de M. Guillaume Soro comme recevable. Donc, c'est une cour qui va rendre sa décision. On peut citer d'autres cas. Il y a beaucoup de cas. Le Sénégal, le Bénin. Voilà, exactement. Donc, c'est le problème de cours de justice à caractère régional en Afrique. Le professeur parlait des institutions tout à l'heure. C'est ça. Donc, je pense qu'il y aura... Mais d'ailleurs, même dans cette requête, le président Bazoum s'est contredit un peu. On ne peut pas être chef de l'État, légitime comme on l'a dit, et attaquer l'État pour lequel on est le représentant. Donc il y a un dédoublement schizophrénique assez extraordinaire. Nous sommes à la fin de notre émission. Très rapidement, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Franchement, je dirais que... Quelle est l'issue? Quelle est l'issue que vous voyez pour cette crise? Croire au Père Noël est une chose, mais le principe de réalité s'impose à tout le monde. Bazoum a été renversé, et fini. Il ne reviendra plus au pouvoir. Ce qu'il faudra maintenant, c'est très rapidement organiser les conditions pour que les Nigériens se reparlent entre eux, donc aller vers la justice transitionnelle, organiser une commission vérité réconciliation et voir comment on règle les problèmes des uns et les autres. Et pour ça, il y a une nécessité qui s'impose à Bazoum. Il faut qu'il démissionne et qu'il reconnaisse les nouvelles autorités, parce qu'il ne se passera rien. Personne ne vient de le tirer de là. Très rapidement, votre mot de la fin, très rapidement, professeur. Moi, je vous ai dit, il faut dissoudre la CEDEAO. Il faut dissoudre la CEDEAO. C'est ça votre mot de la fin? Absolument, parce qu'en fait, je voudrais des institutions qui soient à l'image de l'Afrique, qui reconquièrent sa dignité pour sortir de cet état vraiment de l'arbinisme dans lequel on se retrouve comme dernier de la classe, alors que nous disposons de plus de 80% des ressources mondiales qui rentrent dans l'industrie mondiale, et que nous avons en fait du capital humain, maîtrisant les sciences et les technologies qu'on n'utilise pas, alors que nous avons la densité géographique la plus faible, et de surcroît, nous avons... Par l'insuffisance de nos politiques, par l'insuffisance d'une dynamique, d'une maîtrise stratégique, nous avons des enfants qui meurent dans la Méditerranée, alors que nous avons justement un chômage plus élevé et qu'on pouvait résoudre ce problème. Merci, professeur. Mais comme on a évoqué un point de droit, Jean-Bernard Bikim évoque un point de droit, on finira là-dessus. Brice Nzamba, quelle est l'importance juridique de l'acte de démission de Bazoum? Pourquoi c'est important qu'il démissionne? Ah oui, mais parce que s'il démissionne, ça veut dire qu'il n'est plus détenteur du pouvoir. Légitimement. Il n'est plus détenteur du pouvoir légitime. Mais là, il détient quoi? Oui, mais parce que là, légitimement... D'accord, sur le plan du droit. Pour les partisans de la légitimité, sur le plan du droit, c'est lui le président élu. Voilà, donc il y a des autorités de facto qui sont au pouvoir, et il y a le président de droit qui est Bazoum. S'il démissionne, ça veut dire que il n'est plus titulaire
de la légitimité du pouvoir qui, en ce moment-là, peut être incarné, puisqu'il démissionne, par les autorités. Merci à vous, maîtres. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat consacré au Niger, à la crise politique au Niger et à la question si une sortie de crise politique est encore possible. En tout cas, les jours à venir, les semaines à venir nous le diront. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.